Allez, on y va. Bonjour à tous, merci d'être venus. Avec Reda, nous, aujourd'hui, on va vous parler des petits tips pour embarquer le management dans les transformations agiles. Pourquoi? Parce que chez Advisory, qu'on va présenter juste après, on a observé sur bon nombre de missions que le manager, enfin les managers au global, on verra aussi ce qu'on appelle des managers, plutôt que d'être des acteurs dans nos transformations, c'est parfois des freins à cette transformation-là. Donc nous, on a mis plusieurs choses en place pour essayer justement de diminuer le poids de ces freins, et au contraire, qu'ils soient aussi des forces dans nos transformations. Juste pour introduire, pour information, le petit échange qu'on va avoir, nous, c'est surtout des rex, des partages d'expérience, peu de théorie. Mais si jamais vous avez des questions, on prendra le temps aussi à la fin. Donc déjà, merci beaucoup aux sponsors. Merci beaucoup à l'événement de nous accueillir aujourd'hui. Du coup, en introduction, rapidement, on va se présenter. Je t'en prie, Reda. Reda Kalaoui, moi je suis coach agile et produit chez Advisory. J'accompagne des équipes sur la maturité agile et des organisations à se transformer. Et donc, François Sagarzazu, je suis également coach agile. Et du coup, je me suis spécialisé dernièrement sur l'accompagnement des équipes de management, particulièrement sur des petites, moyennes et grandes structures, parce qu'on verra que l'importance d'embarquer les managers touche toutes les tailles de structure. Du coup, rapidement, nous, on vient d'Advisory. Advisory, c'est quoi? C'est une société qui a été créée il y a 3 ans maintenant. C'est une agence de conseil spécialisée en product management et en agilité. On propose des profils de PM, de coach, que ce soit produit ou agile. Et en fait, très rapidement, quand on est arrivé sur le marché, on n'avait pas tout de suite identifié cette limite-là du management et ça nous a bloqué sur bon nombre de nos missions, donc on s'est spécialisé là-dessus aujourd'hui sur également accompagner les managers dans ces transformations. Donc pour une petite histoire, on venait d'arriver chez un client qui transformait toute son organisation en agile et la plupart des questions qui revenaient chez nous, c'est les managers qui venaient et qui nous disaient: ouais, mais attendez, mais du coup, une fois qu'on va passer en organisation agile, mais quel sera mon rôle? Il va disparaître? Mais en fait, non. C'est pas le rôle qui disparaît, c'est plutôt un peu ce type de management de contrôle présent de base dans ce genre de société qui va disparaître au profil d'un management un peu plus collaboratif. Et ensuite, c'est un peu la dénomination du rôle qui va changer. On va voir qu'en fonction de votre positionnement et votre rapprochement par rapport aux équipes, si vous êtes très lié à tout ce qui est vision produit, à la mise en place du produit, vous allez devenir beaucoup plus un PM, un product manager ou alors un head of product. Ou alors si vous gardez seulement ce côté un peu plus RH, vous pourrez justement être appelé responsable de tribu ou responsable de domaine. Et donc du coup, nous, après à peu près un an et demi de mission chez une douzaine de clients, on a décidé d'identifier certaines limites principales qu'on avait pu observer dans nos missions pour essayer de trouver des petits tips pour lutter contre celles-ci. Déjà, la première, c'est que souvent, on a remarqué que les équipes de management, notamment le top et middle management, sont des initiateurs de la transformation, donc sont très présents au début de transformation, puis rapidement prennent du recul et reprennent leur rôle de contrôle, et plutôt critique, et accompagnent pas ce qu'ils ont voulu initier, et donc ne sont pas de vrais acteurs de cette transformation, ou alors pas de la bonne manière. On a également observé, quand on parle d'agilité, que finalement, les managers comprennent pas vraiment ce qu'il y a derrière. Mais on verra tout à l'heure que c'est aussi normal, parce qu'ils sont pas forcément accompagnés dans cette transformation. Très régulièrement, on coach les équipes, on fait appel à des entreprises de consulting ou de coach pour accompagner les équipes opérationnelles, mais très peu les managers. Et ça, c'est un manque qu'on retrouve dans quasi toutes les transformations. Donc, c'est la citation que j'ai mis juste en dessous. Ça m'est arrivé l'année dernière chez un de nos clients où en fait on a fait un diagnostic ensemble pour mettre en place une transformation d'une centaine de personnes, ce qui est regroupé 4 équipes. Donc lui, il voulait faire que du Scrum, parce qu'il avait décidé que le Scrum, c'était le mieux, peu importe leurs équipes, peu importe les rôles. Et en fait, à la fin du diagnostic, je lui ai présenté mon rapport d'étonnement et un plan de transformation. Et il m'a dit « Ah non, mais t'inquiète pas, moi j'ai déjà tout prévu. » Et en fait, dans son plan à lui, il n'y avait pas de rôle de PO, pas de Scrum Master, pas de cérémonie, parce que ça prenait trop de temps. Donc, je lui ai expliqué que s'il voulait vraiment faire une transformation agile, il fallait prendre quand même tout ça en compte avec
les bons côtés de tous ces éléments et pourquoi c'était indispensable. Et sa réponse a été, nous n'avons pas la même vision de l'agilité, donc on va suivre ce que je souhaite. On est rapidement parti parce que finalement, on n'avait pas l'intérêt et les équipes allaient à l'encontre de ce que lui attendait. Donc on se rend compte de ça aussi, de vraiment faire comprendre aux managers ce que signifie agilité. Mais encore une fois, je me répète, ce qui est important, c'est qu'ils soient accompagnés. Et dernier point, le manager, souvent, il doit apparaître comme un exemple lors d'une transformation. C'est vraiment un rôle clé, un rôle indispensable. Et pour les équipes, c'est vraiment un facteur de motivation. Et aujourd'hui, on voit souvent des managers qui reprochent le retard ou alors la qualité du produit sur l'agilité à leurs équipes. Et donc, plutôt que d'être un exemple, ils font tout l'inverse avec des repriorisations, avec la demande, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le retrait des cérémonies, c'est très fréquent. Dire, ah non, ce sprint-là, on ne fera pas de rétro, on est en retard, on va faire les devs, on va prendre une demi-journée de plus. Voilà. Ça vient des managers et c'est une erreur monumentale. Du coup, la question qu'on se pose, c'est quelle est la place réelle des managers dans ces transformations? Comment on fait en sorte de bien les intégrer et qu'ils aient la bonne posture? Donc, ce qu'on a identifié, c'est que les managers doivent être de vrais acteurs dans ces transformations. Tout d'abord, c'est se transformer pour les bonnes raisons. Autre Rex que j'ai vu, je rencontre un responsable de domaine avec un responsable de la transformation. Voilà, un client qui avait ce rôle-là, c'est une filiale d'un grand groupe de banque assurance qui me dit, voilà, nous on a eu la directive de se transformer en agile parce que la maison mère se transformait. Toute la maison mère se transformait. Donc nous, on n'a pas le choix, on a jusqu'à la fin d'année pour être transformés, pour que tous nos équipes et qu'on retrouve en gros un modèle avec des rôles assez basiques. Je leur ai dit d'accord, mais est-ce que vous êtes posé la question de savoir si vos équipes, elles pouvaient, enfin ça leur donnait de la plus-value, ça correspondait vraiment à votre organisation, et est-ce que vos produits pouvaient se prêter à cette transformation? Ils m'ont répondu oui, pas de problème, si ça a marché chez nos dirigeants, ça marchera. Ok, on reviendra sur le point 3 sur ce cas-là. C'est aussi codéfinir les objectifs de la transformation et une feuille de route. C'est-à-dire qu'il est très important, souvent on transforme des équipes, donc des chefs de projet deviennent des PO, bon, les équipes de développement fonctionnent différemment, etc. Mais on n'a pas une feuille de route à suivre. Et donc les équipes, elles se trouvent souvent perdues sur qu'est-ce qui est attendu de leur nouveau rôle, quels sont les prochains objectifs à court, moyen, long terme. Et donc rapidement, on retombe dans un fonctionnement assez classique avec simplement des rendez-vous et des rôles qui ont changé. Donc c'est important de codéfinir les managers et les équipes une feuille de route commune qu'on challenge régulièrement. Moi, je propose une échelle mensuelle, mais après, à chaque organisation, de s'adapter à ça. Et dernier point, c'est qu'on rencontre souvent que les transformations souhaitées ne sont pas adaptées à l'entreprise, à l'organisation et aux utilisateurs finaux. Je reviens sur le premier cas dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il m'a dit, voilà, moi je veux du full Scrum, vous vous débrouillez, vous avez 6 mois, vous me mettez du Scrum. Il ne savait pas ce que c'était derrière, mais il avait entendu seulement les feuilles du Scrum. Et la problématique, c'est que rapidement, après le diagnostic, je lui ai expliqué qu'il y avait une des équipes qui ne pouvait pas fonctionner en Scrum parce que voilà, son produit, le fonctionnement de l'équipe, le nombre d'adhérents, etc., faisait que ça ne pouvait pas marcher en Scrum. Donc je lui propose une autre méthodologie pour que ça fonctionne au mieux. Et en fait, c'est tout de suite un frein pour les managers. Les managers ont cette crainte, par méconnaissance, de voir autre chose. Et nous, chez Advisory, on a vraiment une vision de l'agilité qui dit qu'on n'applique pas des méthodologies pures, on prend un peu de chaque méthodologie pour créer des modèles qui vont répondre vraiment aux besoins de nos clients, des utilisateurs finaux et des organisations. Donc nous, à partir de ce moment-là, on lui a construit une roadmap qu'il a finalement acceptée, mais sa première réaction, ça a été « Oulala, non, moi je connais pas, j'ai lu en gros ce que c'était le Scrum, je sais où on va. » Alors que ajouter un petit peu de Kanban ou peu importe la méthodologie, tout de suite, ça met un frein à cette transformation. Donc là aussi, ça montre un manque d'accompagnement et un manque de sensibilisation que nous, on traduit assez simplement et qu'on essaye de mettre en place. C'est donc les managers aussi doivent être accompagnés. Nous, on voit ça sous 3 éléments importants. Souvent, quand vous faites des transformations, que les équipes fonctionnent déjà un petit peu ou pas en agile, très fréquemment, vous voyez des journées de sensibilisation, de formation, les étapes de coaching marchent comme ça, en tout cas j'espère, pour la plupart, mais on voit seulement les équipes opérationnelles présentes à ces journées-là.
lorsque nous, on rencontre des clients et des équipes, on impose aux différents niveaux de management de faire ces journées de sensibilisation. Mais attention, pas de leur côté. Pas une journée pour les managers, une journée pour l'équipe, une journée pour l'équipe. C'est-à-dire que les managers, un PM, un responsable de tribu, un responsable de domaine ou autre, va venir participer avec une des équipes aux journées de sensibilisation. Comme ça, ils vont pouvoir comprendre quelles vont être les contraintes, les règles et le rythme des équipes. Et puis en plus, ils vont aussi comprendre du vocabulaire. Parce que c'est indispensable. Ils ont l'impression parfois que comprendre ce que c'est une US, un sprint ou un backlog, c'est pas utile, c'est indispensable. Deuxième aspect important, c'est coacher également les managers. Aujourd'hui, on coach les rôles qu'on appelle opérationnels, PO, Scrum Master, équipe de développement, etc., etc. Mais faire des coachings individuels de managers, c'est aussi indispensable. Parce que, comme le disait Reda tout à l'heure, le rôle de manager change, mais si on ne leur explique pas comment est-ce qu'il est attendu d'eux, on ne peut pas leur reprocher ensuite de ne pas prendre cette nouvelle casquette. Et le troisième point, attention à ne pas toujours montrer du doigt les managers. C'est-à-dire que les équipes ont aussi un rôle à jouer dans la transformation de leurs managers. Par exemple, nous, on préconise quelque chose d'assez simple, c'est du shadowing. Donc c'est sur les premiers sprints, la première release, les managers vont être au plus près des équipes, donc vont faire une semaine de shadowing avec un PO, avec un Scrum Master, enfin en fonction des rôles que vous avez, pour voir un petit peu quelles sont les règles à respecter et pourquoi on décide, quand on a engagé un contenu dans un sprint, de ne pas le changer en cours de sprint. Pareil pour la release, de respecter nos priorisations et quelles sont les conséquences potentielles quand ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est très important aussi, ce shadowing et ce partage de rôle. Un jour, voilà ce que j'ai eu suite à une transformation. En fait, ça, c'est lors d'une cérémonie assez classique, ce qu'on appelle un release planning. Donc, on planifiait le contenu de notre prochaine release. Et en fait, il se trouve qu'à un moment donné, le PO a expliqué à son PM, donc pas un PM classique, hein, c'est un PM hiérarchique, quoi, un ancien responsable de chef de projet qui est devenu PM, et le chef de projet est devenu PO. Donc il lui a expliqué, ah non, on ne peut pas rajouter de contenu, on est en full capacité, et ce qu'on a engagé, ça correspond à nos priorités business. Bien. Et en fait, frustré, le product manager est parti de l'atelier en disant, ok, en gros, l'agilité, on n'a plus besoin de moi, il n'y a plus de hiérarchie, ça ne sert à rien. Sauf que l'image renvoyée était très mauvaise pour les équipes, c'est-à-dire que le PO est revenu sur ses paroles, etc., etc. Donc en fait, il ne faut pas dire que l'agilité c'est la fin du management, mais il est indispensable d'expliquer ce qui est attendu de chacun. Là, il aurait fallu que le PM co-construise sa roadmap avec le PO et qu'il se challenge plus tôt et qu'il prenne connaissance de ce qui allait être priorisé. Voilà. Et pour terminer, sur cette partie sur la place des managers et transformation, nous, on les voit comme des guides, en fait. Souvent, on met en opposition ces managers avec les équipes opérationnelles. Au contraire, nous, on voit vraiment ça comme un défi qu'on va relever main dans la main. Donc, les 3 points importants, c'est un partage régulier des objectifs. Tout à l'heure, je parlais de mettre en place une feuille de route. Il faut la challenger. Une feuille de route où toutes les personnes auront des choses à remplir, tout comme à la fin d'une rétrospective, chacun prend des actions, et bien là c'est pareil. Peu importe le niveau de management, peu importe le niveau de la hiérarchie, tout le monde doit participer à respecter la feuille de route et participer à cette transformation. Deuxième point, c'est garant du respect et de l'application des valeurs et principes au quotidien. Ce qu'on appelle valeurs et principes, ce n'est pas seulement les valeurs agiles comme on a dans la théorie, c'est aussi des valeurs propres à l'organisation et à l'entreprise. C'est-à-dire que chaque entreprise, chaque organisation a des valeurs et avait des valeurs avant l'agilité. Donc il ne faut pas changer du tout au tout et simplement appliquer les valeurs de l'agilité. Voilà. Et ça, si le manager il n'applique pas ces valeurs-là, la transparence, la confiance, etc., et ben les équipes, elles ne vont pas avoir envie de le faire. J'ai tout simplement un autre exemple. On avait une équipe on avait 2 équipes qui s'étaient transformées. Ils avaient fait une roadmap. Le manager a changé les priorités sans les informer. Il leur a dit un jour, au plein milieu d'un sprint, voilà ce qui a été décidé en codir. Donc là, vous enlevez les 3 prochains sprints. Sauf que, en gros, l'équipe s'est sentie entre guillemets trahie. Le mot est peut-être un petit peu fort, mais c'était le cas. Et ils se sont dit, ok, on avait construit une roadmap pendant 1 mois pour la prochaine année, où on avait fait des ateliers de story mapping, etc. Vous avez tout changé en une réunion sans nous mettre dans la boucle. Et maintenant, vous nous imposez la nouvelle roadmap. Ok, où est la confiance, où est la transparence? Donc, le manager est vraiment garant du respect de ses valeurs. Et pour terminer, donc c'est protéger l'équipe.
en mettant en place un climat propice à la transformation. Vous pouvez être sûr que dans les premières semaines, dans les premiers mois, peu importe la transformation, peu importe les organisations, c'est toujours compliqué. On prend souvent du retard, c'est normal, on est moins efficace, mais retard qu'on rattrapera. Mais il faut absolument qu'on ait des personnes qui protègent nos équipes et qui protègent le delivery des équipes. Du coup, on peut se poser une question simple. Quelle est la place de ce manager dans l'équipe? Est-ce qu'il fait vraiment partie de l'équipe? Déjà, pour revoir un peu les étapes que François nous a données, en premier lieu, déjà, le manager initie cette transformation. Ensuite, ce qui est intéressant et ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il peut participer avec l'équipe à la première release. Pourquoi? Parce que l'équipe va être immergée dans un nouveau système, de fonctionnement avec des cérémonies, dans un modèle agile, etc. Le but, c'est que le manager justement puisse savoir un peu comment est-ce que son équipe fonctionne. Et donc du coup, pour la première release, il peut vivre avec elle toutes ces cérémonies pour savoir comment est-ce qu'on fait un daily, comment est-ce qu'on fait une rétrospective, comment est-ce qu'on fait une démo, etc. Ça va lui permettre vraiment de s'immerger dans l'équipe. Mais une fois cette release passée, il va falloir qu'il laisse un peu l'équipe tranquille et qu'il lui donne un peu plus d'espace. Le but, c'est de créer des équipes qui sont auto-organisées et surtout qui soient de plus en plus autonomes. Pour ça, il va falloir qu'il trouve une bonne posture. Et quelle est la bonne posture qu'un manager, justement, puisse adopter dans cette nouvelle organisation agile? Donc, dans cette organisation agile, le manager va avoir 4 rôles. Il va être un mentor, un porteur de sens, un preneur de décision et surtout aussi un facilitateur. Donc, ça va être un mentor. Le but, c'est qu'il mette l'humain au centre de son management. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'écouter ses collaborateurs. Il a besoin de les valoriser. Il a besoin de savoir ce qui les motive, surtout. Son but aussi, en tant que porteur d'essence, c'est de mettre en place des objectifs communs. Une équipe qui sait où est-ce qu'on va et qui a des objectifs qui sont déterminés et on a collaboré pour les mettre en place, c'est une équipe qui est motivée pour aller sur ces objectifs. Il doit pouvoir mettre en place une vision claire du produit s'il est impliqué dedans. Il est le garant des nouvelles fonctionnalités qui vont sortir s'il est product manager pour pouvoir se dire où est-ce qu'on veut aller. Et surtout, il coordonne aussi les différentes strates de la société. Des fois, on a d'autres décideurs qui viennent justement sur la vision produit, on a le marketing, on a les stakeholders qui peuvent aussi un peu ramener leurs pattes. Le but, c'est que l'équipe n'ait pas plusieurs sons de cloche, mais un seul. Et ce son de cloche peut être porté justement par le manager. C'est un décisionnaire avisé. Donc c'est quelqu'un qui va prendre des décisions qui vont servir justement cette transformation et surtout mettre une bonne démarche pour que cette transformation ait lieu dans les meilleures conditions. Et au final, c'est un facilitateur. Un manager peut facilement prendre le rôle de coach. Il peut aider à débloquer tout ce que son équipe rencontre. Pour cela, il peut travailler de pair avec les différents Scrum Masters, parce que des fois, il y a les Scrum Masters qui n'ont pas forcément la possibilité de résoudre tous les problèmes. Quand il s'agit justement des problèmes structurels, organisationnels, ils n'ont pas forcément le pouvoir hiérarchique de le faire. Donc c'est au manager de pouvoir les aider aussi. Il va pouvoir aussi gérer les individus et les humains, en essayant justement de gérer les différents conflits qui peuvent émerger dans ces équipes. On va prendre des exemples un peu concrets d'ateliers qu'on fait justement avec ces managers et qu'on apprend à ces managers à faire. Globalement, le premier, c'est pour savoir ce que motivent les équipes. Il y a un exercice qui est assez connu qui s'appelle les Moving Motivators qui viennent du Management 3.0. Notre but ici, ça va être de savoir qu'est-ce qui motive les individus qui composent notre équipe. Donc pour cela, on va leur demander de regarder les 10 valeurs intrinsèques qui sont donc le but, les relations sociales, la maîtrise, le statut, la curiosité, l'honneur, l'acceptation, le pouvoir et l'ordre. Dans un premier temps, on va leur demander de classer en fait toutes ces valeurs entre ce qui nous importe le moins jusqu'à ce qui nous importe le plus. Donc déjà, dans cette première étape, vous savez un peu ce qui motive les membres de votre équipe à se lever le matin et à venir travailler. Ensuite, dans un deuxième temps, ça va être de les mettre en condition en leur disant, imaginez justement, on va mettre en place un changement, on va mettre de l'agilité, on va mettre en place une nouvelle organisation. Le but, c'est que vous me disiez, parmi toutes les motivations intrinsèques que vous avez devant vous, en quoi est-ce que cette transformation va pouvoir impacter positivement ces valeurs, ou alors quelles sont les valeurs qui vont être impactées d'une manière un peu plus négative. Quand cet exercice est fait, justement, vous avez une bonne vision sur, de un, ce qui motive
vos collaborateurs. Et ensuite, sur quel point vous pourrez justement appuyer pour justement que la transformation se passe dans les bons sens. Parce que grâce à ça, vous allez savoir en fait de quoi ils ont peur. Et quand vous savez de quoi ils ont peur, vous pourrez travailler avec eux sur ces points particuliers. Deuxième exercice intéressant à mettre en place, c'est en cas de médiation. Donc vous avez plusieurs situations de médiation qui peuvent apparaître quand vous êtes manager. C'est soit vous avez un conflit entre différents collaborateurs, donc là vous allez être plus dans une position de médiation, ou alors vous avez vous-même un conflit avec quelqu'un d'autre. Donc cet exercice va vous permettre de passer en 4 étapes sur 3 états différents. Le premier, ça va être de se demander quoi? Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on est en désaccord? Enfin, déjà le premier temps, c'est quel est le désaccord? On va passer dans un état de, déjà on est d'accord qu'il y a un désaccord. Ça permet déjà de crever l'abcès. Et au moins des fois, sur certains genres de conflits, crever l'abcès, ça permet au moins de faire avancer les choses. Dans une deuxième étape, c'est de se demander pourquoi. Pourquoi ce conflit est né? Mettre les bases, se rappeler le contexte, trouver un peu les causes qui font que ce conflit est né. Ensuite, faire des suppositions. Se dire, et si? Et si on mettait ça en place? Et si on mettait ça en place? Là, vous passez dans un état de reconnaissance mutuelle où vous savez que vous avez envie de faire avancer ce conflit. Pour aller jusqu'à la dernière étape, qui est l'accord, où on va justement pouvoir poser des actions concrètes pour pouvoir résoudre ce conflit. Et enfin, on va se demander justement, ce manager, il est proche des équipes, certes, il doit être impliqué avec les équipes, dans un sens, mais par contre, au niveau des cérémonies, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il doit participer à la rétrospective? Surtout pas. Il faut rappeler que la rétrospective est un lieu et un moment qui est privilégié pour les équipes. C'est le moment où elles vont pouvoir parler librement et se demander qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est un peu moins bien passé, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Si, en général, on a un pouvoir hiérarchique qui vient dans ce genre de cérémonie, la parole va pouvoir être moins libérée et donc du coup, ça va un peu desservir ce côté rétrospective et surtout ce moment d'échange libre. Est-ce qu'il peut venir au daily? Juste qui n'empêche pas que vous fassiez des rétrospectives avec vos managers pour mettre en place un processus d'amélioration continue sur la transformation. C'est juste que souvent, ils voient cet exercice comme la possibilité de voir l'état de santé des équipes. Donc il nous arrive même qu'ils nous demandent des comptes rendus de rétrospective. En disant pas aux équipes qui vont venir, ils nous envoient un mail, est-ce qu'on peut avoir un compte rendu de la rétrospective d'hier? Voilà, là il faut protéger l'équipe. Mais il faut quand même les sensibiliser à cet exercice d'amélioration continue et leur faire participer avec certains membres de l'équipe, mais sur une autre instance. Bien sûr. Justement, sur ce point-là, quand le manager demande un compte rendu de rétrospective, il faut toujours garder le contrat du fait que les rétrospectives sont faites par l'équipe pour l'équipe, que c'est en général confidentiel et que le compte rendu ne peut pas être envoyé si jamais il n'y a pas l'aval de l'équipe en amont. Ensuite, au niveau du daily, ce qui doit venir, j'ai envie de dire sporadiquement. Pourquoi? Parce que le daily, ça reste quand même aussi un moment de partage de l'équipe le matin. Et le manager ne doit pas venir juste pour avoir une sorte de reporting. Il peut venir quand il a des choses à dire qui font avancer justement le projet et les différentes cérémonies pour pouvoir donner des nouvelles ponctuellement, mais pas forcément tous les jours. Et ensuite, par contre, il doit se rendre disponible à chaque fois qu'il y a une démo pour pouvoir se tenir au courant de l'avancement de son équipe et du produit. Donc globalement, en fait, le manager doit laisser l'équipe un peu s'autogérer, mais doit être présent quand il y a besoin de lui. Donc effectivement, c'est une posture et un équilibre qui est assez dur à trouver. Maintenant, on voulait parler, nous, de la vision produit. En fait, pour nous, la vision produit, elle est vraiment révélatrice de l'efficacité d'une bonne transformation et d'un management agile efficace. Pourquoi? Pareil, là je vais partager une expérience que j'ai eue cette année, là en 2019. Depuis 1 an et demi, je suis un grand groupe de banque assurance et je suis arrivé dans ce qu'ils appellent une tribu. Et j'ai eu sur 2 projets complètement différents la même équipe de managers. Au début, je suis arrivé sur un projet en cours qui avait 2 ans de retard, grosse pression du management pour livrer. Peu l'attention prêtée à l'agilité. C'était une équipe en cours de transformation et je me suis rendu compte très rapidement qu'en fait la vision produit n'était pas alignée. J'ai demandé d'organiser des ateliers, on verra tout à l'heure 2-3 ateliers, ça m'a été refusé.
Et en fait, simplement, c'était un frein énorme parce qu'on n'avait pas de vision, on ne savait pas où on allait, quelles étaient les priorités. Ils n'avaient pas réalisé ce qu'on peut appeler des versions, donc on ne savait pas ce qu'on pouvait livrer au minimum et mettre en prod. Donc en fait, on attendait un produit fini. Enfin, c'était ce qu'on appelle de l'agile en V, quoi. Du coup, on est passé sur donc on a quand même livré. Bon, ça a été un peu catastrophique, mais on a livré. On est passé sur un deuxième projet et il se trouve que c'était à une personne près la même équipe de management. Alors moi, le contrat que j'ai fait avec eux, je leur ai dit OK, on repart ensemble, mais on co-construit la vision produit et on prend le temps de l'organiser et on voit ce que ça donne. Et donc du coup, on a mis ces 3 étapes en place. Une co-construction de la vision. Donc c'est intégrer l'ensemble des rôles de l'équipe. C'est pas croire que la vision elle est portée que par la partie fonctionnelle ou que par les opérationnels. C'est que toutes les parties de l'équipe soient représentées. C'est aussi formaliser la vision. Ça peut paraître basique, mais souvent on dit oui, on se connaît notre roadmap, on sait ce qui est attendu pour 2020, pour le T1, pour le T2, mais on l'a pas formalisé. On n'a pas un document qu'on challenge régulièrement. Ce qu'on fait si on est en retard, ok, là on a 3 mois de release prévu. Si on a 2 semaines de retard, qu'est-ce qu'on désengage? Ça, on ne l'a pas formalisé. Donc c'est indispensable de le formaliser. Le rôle du manager, ça va être aussi de porter cette vision auprès des parties prenantes. Il faut faire attention parce que souvent, quand on construit une vision, ce n'est pas forcément ce qui est attendu à la genèse du projet, ce qu'on a en vision sur parce que souvent un projet, surtout dans les très grands groupes, on engage pour 3, 4, 5 ans, un budget énorme, on a un objectif final, mais on n'a pas une vision vraiment découpée. Donc le manager il a ce rôle-là d'aider l'équipe à l'organiser et de la porter. Et il doit s'assurer, on a mis régulièrement, mais c'est même très régulièrement que la vision est partagée. Il faut la challenger et s'aligner très régulièrement. Il suffit qu'un changement de priorité, une nouvelle fonctionnalité, un marché qui a bougé, même un petit peu, ça modifie toute notre vision. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment faire ces exercices, pas seulement au début du projet, mais régulièrement. Deuxième point, c'est le respect de l'agilité. J'insiste là-dessus parce que même si, comme je disais tout à l'heure, nous, on ne suit pas forcément les méthodologies et les modèles de façon très théorique, il y a quand même des valeurs et des choses qui sont indispensables et qui doivent être respectées. La valeur, justement, produit. La valeur pour l'utilisateur. On ne doit pas driver notre vision parce que le big boss de l'entreprise a dit que lui, il voulait cette fonctionnalité, il a entendu la machine à café, que le coucou à que ça marchait vachement bien. Non, il faut connaître notre utilisateur, savoir quelle est la valeur de cette fonctionnalité et vérifier que c'est vraiment notre priorité. Donc, c'est avoir une vision user-centric. Régulièrement aller sur le terrain, prendre ses retours et prendre le temps de challenger notre vision. Point indispensable qu'on a déjà abordé 2 ou 3 fois, c'est la priorisation. Je crois que c'est un des points que les managers ont le plus de mal à intégrer, c'est le respect de la priorisation. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, en agilité, on découpe notre produit, on essaie d'avoir au plus vite une vision de bout en bout, donc on a forcément priorisé. Et si on ne sait pas prioriser, il faut déprioriser. Ça paraît bête, mais c'est quelque chose que je dis tout le temps. C'est-à-dire les managers, il va pousser pour avoir le produit en entier, ou alors 80% du produit. Et donc cet esprit de priorisation, il est indispensable. Ou au mieux, il va dire, ok, on dépriorise, puis le lendemain, un petit mail, au final, j'ai réfléchi, cette partie du produit, tu la réintègres, on se débrouillera. Ok. Mais voilà, pour aider les équipes, il faut respecter les priorités qui sont données, et donc il faut les sécuriser, ces priorités. Les sécuriser en connaissant le coût de développement et la valeur d'une fonctionnalité ou d'un groupe de fonctionnalités. Et dernier point sur l'agilité, c'est la confiance. Dans une transformation, il faut savoir que les transformations agiles, c'est des réflexions très lourdes qui ont de nombreuses conséquences, surtout pour des équipes qui ont l'habitude de travailler ensemble dans une autre méthodologie depuis des années. Et donc, il faut savoir se faire confiance. Dire que si l'équipe n'a pas la capacité d'absorber un périmètre, eh ben, il faut lui faire confiance et lui donner du temps. Une transformation, comme je dis, c'est très lourd. Il faut donner le temps de bien se transformer. Et ça, c'est au manager de donner ce temps-là et de faire confiance à l'équipe que quand elle pourra, elle accélérera et elle sera plus efficace. Et ensuite, je parlerai d'outils. Alors, ça peut paraître très basique pour nombreux d'entre vous, je suppose, mais il y a des outils qui sont mis en place et qui sont trop peu utilisés. On va parler d'elevator pitch, de Lean Canva, de story mapping, de release planning, enfin bref, peu importe les noms qui sont parfois un peu qui complexifient la vision de nos équipes, il faut vraiment les utiliser
pour s'aligner. Donc nous, on a sélectionné 2 rapidement. L'elevator pitch, je suppose que la majorité d'entre vous le connaissent, mais l'objectif, ça va être vraiment d'identifier notre produit dans son environnement, donc de savoir pourquoi on le fait, à quelle problématique il répond, quelle va être notre cible, quel est notre avantage, et en définitive, quelle est la différenciation de notre produit. Donc faites cet exercice sur le terrain avec les différents membres de votre projet et à tous les niveaux, vous verrez que vous allez avoir de bonnes surprises. J'ai fait l'exercice il y a 15 jours avec une équipe qui travaille ensemble depuis 2 ans. On a fait 5 groupes, on a eu 4 elevator pitch différents. Voilà. Donc sur un produit qui est en dev depuis 2 ans. Donc, après, il y a plus ou moins de différences de vision, mais ça montre que déjà, cet exercice-là, il l'avait jamais fait. Et on complète souvent cet exercice avec ce qu'on appelle le Lean Canvas. Le Lean Canvas, il va un peu plus loin, donc il va nous aider à identifier les problématiques, les segments de clientèle, les réponses qu'on apporte aux problématiques, notre avantage, bref, les coûts, les revenus liés à notre produit. Mais pareil, exercice assez rapide à faire et très intéressant. Et une fois que vous l'avez fait, affichez-le au sein de vos équipes et rechallengez-le régulièrement. Et enfin, dernier point, ne le faites pas sur tout le produit. Vous pouvez très bien le faire. Là, on a décidé de reprioriser ou de créer une nouvelle feature. Pas de problème. On va voir à quoi répond cette feature. Vous n'êtes pas obligé de faire l'entièreté du produit. Alors, je sais que la limite souvent, c'est d'arriver à motiver les managers pour participer à ces exercices. Mais insister la première fois, en général, après, ils vont pousser pour le faire. Et c'est assez intéressant. Vraiment, je vous assure que très régulièrement, on voit des résultats assez surprenants. Donc là, on a vu que le manager est indispensable dans la transformation agile et que son rôle, en fait, subsiste. Par contre, ça va être sa posture qui va changer. Donc, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir passer d'un management de contrôle à un management collaboratif. Pour ça, on va passer sur 3 étapes. Première, c'est créer des équipes qui sont auto-organisées pour pouvoir leur donner un maximum de liberté. Ensuite, déléguer pour pouvoir responsabiliser ces équipes et les faire monter en expérience. Et surtout, aligner sur une vision commune. Quand on dit on a des objectifs communs qui nous permettent d'avancer dans le même sens. Déjà, pour pouvoir créer des équipes auto-organisées, la première étape, c'est de supprimer justement ces freins à l'auto-organisation. Donc on sait tous que dans les organisations classiques, on a des processus, on a des fiches, on a des normes. Tout ça, effectivement, c'est quelque chose qui met un frein à l'auto-organisation et qu'il va falloir commencer à supprimer petit à petit. Ensuite, c'est ce côté très hiérarchique, ce côté culture du contrôle. Le manager classique a tendance à vouloir justement tout décider tout seul. Alors que là, on veut passer sur un management collaboratif. On va impliquer les équipes. Et ensuite, finalement, cette culture de la compétence qui va créer plus un climat d'insécurité au sein des équipes et au sein de la collaboration, plutôt que justement quelque chose où les équipes vont pouvoir eux-mêmes prendre leurs décisions. Du coup, on identifie 9 points pour pouvoir mettre en place des équipes auto-organisées. Donc déjà, il faut mettre en place des petites équipes. Ensuite, il faut responsabiliser les équipes et que leurs responsabilités soient claires et définies. Il faut que ces équipes puissent être autonomes au niveau de la réalisation. Ça veut dire qu'on leur confie une tâche et qu'en son sein, on est toute l'équipe qui puisse la réaliser. Justement pour pouvoir casser un peu les dépendances inter-équipes. Ensuite, partager vers un même but, donc on a dit une vision commune. Il faut disposer de règles qui soient claires et partagées, parce qu'en général, sans règles, naît le chaos. Ensuite, on dispose de moyens de suivre sa progression. Mettre en place surtout un climat de sécurité. Il faut justement pouvoir donner la possibilité aux gens de se planter. Si, justement, on leur dit qu'il faut absolument pas connaître l'échec, comment voulez-vous qu'ils grandissent? C'est en connaissant l'échec qu'on apprend. Et c'est comme ça qu'on avance. Ensuite, il faut avoir des partages de valeurs communes. Et pour finir, il faut que les participants puissent adhérer eux-mêmes aux règles qui sont mises en place et surtout à l'organisation, et pas qu'ils aient un sentiment où tout leur est imposé. Ensuite, la deuxième étape, c'est pouvoir déléguer. Et pour cela, il faut trouver le bon niveau de délégation. Le niveau 0 équivaut à celui où le manager prend toutes les décisions sans consulter ses équipes. Et le niveau ultime, c'est celui où la délégation est totale et le manager ne prend plus aucune décision. Bien sûr, la délégation totale n'est pas applicable partout. C'est en fonction de la maturité de vos équipes qu'il va falloir justement se placer et donner le bon niveau de délégation. Et finalement, pour pouvoir aligner ces équipes,
il y a un principe qui est assez simple, parce qu'il faut faire la différence entre faites ce que je dis, donc là qui est hyper directif avec un niveau de délégation 0, et faites ce que vous voulez, où on peut avoir des problématiques d'alignement de la vision. Et François a dit qu'il faut avoir une vision commune. Et comment avoir justement cette vision commune? C'est en donnant du sens, et en donnant du sens, on va pouvoir donner de l'autonomie. Donc par exemple, dans ce cas-là, il ne faut pas dire à son équipe « construisez-moi un pont » pour pouvoir passer d'un village à l'autre. Il faut justement donner ce sens en disant « j'ai besoin de quelque chose qui me permette de traverser entre deux villages ». Donner vraiment le sens de pourquoi est-ce qu'on fait les choses et laisser l'équipe réfléchir à la solution. Vous leur donnez un objectif, non pas une solution, et vous les laissez réfléchir là-dessus. Donc pour créer l'organisation idéale, pour conclure, il faut trouver le bon niveau d'autonomie, le bon niveau de délégation et d'implication, ce qui permettra justement, en donnant du sens, de mettre en place une organisation qui va être basée plus sur l'innovation que le contrôle, et surtout, aussi une organisation qui va être beaucoup plus collaborative. Et du coup, pour conclure, on va juste vous rappeler 5 idées majeures qu'on aura vues ensemble pendant ces 45 minutes. C'est que, selon nous, les managers, c'est des initiateurs et des acteurs. Donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Donc ils doivent être à la base, doivent bien expliquer aux équipes et à l'ensemble de l'organisation pourquoi on se transforme, quels sont les objectifs. Et une fois que ça c'est clair, ils doivent agir et être des exemples. Donc le manager, il a différents sens. C'est un mentor, comme disait Reda, un porteur de sens, un preneur de décision quand même, c'est important. On n'enlève pas le pouvoir de décision au manager, mais il doit co-construire et expliquer ses décisions, et un facilitateur. Il comprend ses collaborateurs et les effets d'une transformation. Ça, c'est aussi important. Les transformations, elles ont, quoi qu'il arrive, des conséquences humaines auprès des gens et organisationnelles. Il faut les anticiper et les comprendre au mieux et essayer d'y répondre au quotidien. L'idée de co-construction qu'on a mis aussi bien sur le plan de transformation que sur la vision produit, ça c'est indispensable. Si vous avez une idée à retenir, c'est celle-là, la co-construction. Et enfin, pour terminer, comme disait Reda, l'objectif de créer des équipes auto-organisées, de déléguer au bon niveau, donc de prendre les bonnes décisions, savoir quand il délègue et quand il prend la décision et quand il prend des décisions à plusieurs. Et pour terminer, s'aligner sur des objectifs communs tout en donnant de l'autonomie. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Ouais. Pour que tout le monde entende. Ça marche, oui. On voit bien effectivement dans tout ce que vous nous expliquez qu'il y a un changement d'approche, voilà, qui est comme extrêmement important. Et il peut y avoir aujourd'hui dans certaines organisations, y compris de la direction, au sens large du terme, il faut être prêt à faire tout ça. Vous ne faites pas en 2 coups de cuillère à peau, si je puis m'exprimer ainsi, d'un manager qui faisait du contrôle, qui avait des équipes, etc., et à qui le DG ou demandait des reportings, des ceci, etc., passer dans des équipes auto-organisées ou en mode collaboratif. On a chacun aussi nos personnalités, etc. Du coup, est-ce que ça ne va pas poser aussi d'autres questions, à savoir des gens qui jusqu'à présent avaient les profils, les caractéristiques pour être des managers, peut-être ancienne génération, je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, ne les auront plus, et du coup ça va aussi poser d'autres questions. Des personnes qui par exemple ont l'habitude, on voit bien, on peut avoir des collaborateurs qui ont besoin d'être, certains aiment l'autonomie, d'autres ont été habitués, ont besoin de cadres très précis, etc. Ça va changer un petit peu tout ça, et du coup est-ce que les managers d'aujourd'hui pourront être les managers de demain, et comment les collaborateurs vont pouvoir s'adapter. Voilà, c'est plus une réflexion, mais qui concrètement n'est pas neutre, quoi. Non, c'est une très bonne réflexion. Nous on a le cas actuellement là, chez un de nos clients, et c'est vraiment une excellente réflexion, parce que souvent justement, si on suit le cadre agile pur, on a tendance à tourner vers quasiment une autonomie totale. J'exagère, mais c'est un peu le cas. Et c'est ce que disait Reda. Et surtout, nous, on incite les managers à quand même garder une posture qu'ils avaient précédemment, de contrôle, de suivi. Mais c'est juste de la voir différemment. Mais évidemment, on ne pousse pas le passer du tout au tout. Mais en fait, il faut intégrer petit à petit des éléments de notre objectif final, d'où l'objectif de se faire une feuille de route. Et aussi, avec le diagnostic, de se dire de quoi a besoin votre organisation,
parce qu'il y a des organisations qui vont avoir besoin d'autonomie et d'autres beaucoup moins. Donc il va falloir aussi, en fonction des profils et de l'organisation cible, se définir cette feuille de route-là. Mais le but, c'est pas de faire du tout au tout et justement d'appliquer une méthode parce qu'il faut appliquer une méthode alors qu'elle ne correspond pas du tout et à nos personnes et à notre organisation. Donc oui, bien sûr, et il faut donner du temps. Encore une fois, là, ça ne se fait pas en un mois, hein, ça se fait en plusieurs mois et avec des étapes. Et on peut commencer à tous les niveaux avec des avancées assez régulières. Ouais, je pense que les attendus d'un manager, ça va être, enfin les principales évolutions, ce qu'on pourrait dire nous, c'est plutôt au niveau humain, que ça évolue vraiment, qu'au niveau purement professionnel. Ouais. Donc. Et quand tu disais tout à l'heure qu'il fallait justement l'accompagner, parce qu'effectivement, on a le manager qui a ce rôle de porteur de sens, mais il faut aussi qu'on lui porte un sens. Par exemple, moi, dans ma mission, on avait un manager qui avait toujours l'habitude de dire justement ce qu'il fallait faire au product manager. Arriver, lui dire non, maintenant ça va être la nouveauté, il faut mettre ça, etc., comme nouvelle fonctionnalité et compagnie. Mais après, derrière, il demandait justement à son product manager, est-ce que tu peux me sortir une roadmap? Et l'autre était incapable de faire son boulot parce qu'il y avait justement toutes les fonctionnalités qui n'arrêtaient pas de changer. Donc là, le but, c'est de faire comprendre au manager, de lui dire, écoute, si tu laisses un peu le product manager qui a son rôle de pouvoir aussi choisir ses fonctionnalités, si tu lui délègues justement ce rôle de choix de fonctionnalité, il pourra te sortir une roadmap parce que toi, tu as besoin de ça. Donc le but, c'est d'aligner en fait ce que le manager veut aussi et de lui faire comprendre que changer, c'est aussi pour lui une opportunité de pouvoir aussi avoir son rôle qui est fait et surtout avoir ses demandes qui sont remplies. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dans l'évolution du rôle de manager et justement ce qu'on attend de lui demain, je me demande aussi s'il n'y a pas une vision à laquelle justement le manager actuel peut raccrocher les wagons avec justement les KPI ou les KBI, comme ça a été évoqué ailleurs, où justement l'amélioration de l'ambiance de travail en même temps que l'amélioration de la quantité de livrables peut être un objectif ou des objectifs qui peuvent orienter justement le manager dans son action et ce qui peut lui aussi l'aider justement à orienter ses décisions et ses priorisations. Alors, je vais essayer, je ne sais pas si j'ai exactement bien compris la question, mais nous, ce qu'on met en place, souvent quand on fait des transformations, souvent les managers demandent des KPI de suivi de performance, c'est l'objectif premier. Et en fait, on profite de ces transformations, nous, pour remettre l'humain au centre de l'organisation. Peu importe le modèle qu'on veut suivre, j'ai envie de dire même peu importe l'agilité ou non, on profite juste de cette excuse-là pour remettre, et pour mettre évidemment des indicateurs business, mais des indicateurs humains aussi. Et on observe souvent que finalement, ça sert autant au niveau delivery qu'au niveau humain. Et le premier frein, c'est pour ça qu'on dit tout à l'heure, la transformation la plus dure pour les managers, elle est souvent humaine. C'est-à-dire que prendre un peu moins de contrôle ou suivre différemment, il s'y fait. Changer sa posture, c'est plus compliqué. Donc tout à fait, on met en place des études soit de bien-être, soit des évolutions aussi qui sont intéressantes, c'est des questions intéressantes sur les évolutions de carrière aussi. Donc ça, il y a tout ça qui rentre en compte aussi. Donc oui, on le met en place.